quando le reni mro dal campo saliglia. Radio J, El Mundo Muestro. Vinida buena, Bella. Vinida buena, Lisa. Alors aujourd'hui, nous avons un invité éminent. Il s'agit de François Hazard de l'IOR Édition, mais pas que, également des associations judéo-espagnoles. Je vais tout de suite montrer, voilà, le livre pour lequel François nous fait l'amitié d'être là, Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bessalel à Lévis. Ça va être tout de suite avec toi, Bella, qui a préparé de belles questions pour notre ami François, mais auparavant... Merci. Alors, avant de commencer l'émission, je voulais dédier cette émission à Sarah Simone Amiel, qui vient de nous quitter, qui était une amie judéo-espagnole que nous estimions beaucoup. Merci. Alors, avant tout, François, je ne veux pas le présenter puisqu'il est quand même vice-président d'Aquiesta. Oui. Moi, je dirais Caminando et Ovlando, le rédacteur en chef, et surtout qui dirige donc l'IOR Édition, et où il y a des pépites extraordinaires. extraordinaire. Faut le dire. C'est la mémoire judéo-espagnole, hein, François. On peut le Tout dire. à fait. Bah oui, j'en connais pas d'autres. Il est tellement modeste, il sait même pas non, quoi. mais j'en connais pas d'autres qui Non. vraiment, parce qu'il y a des bandes dessinées, il y a des, c'est extraordinaire, quoi. C'est le seul Oui. qui imprime en judéo-espagnol et en français des ouvrages que je sais pas où tu les trouves. On va en parler. Mais là, cet ouvrage est en français. Hein. Oui. Oui. Il est bilingue. Il est bilingue. Oui. C'est justement un des aspects très importants Ah oui, bien voilà, sûr, c'est oui, ça. oui. de ce livre. Oui, oui, il Mais est c'est bilingue. voilà, pardon. il a près de 600 pages. Oui. Alors justement, je voulais faire juste un petit point d'histoire pour te dire que représentait la ville de Salonique dans le monde juif à la fin du 19e et du 20e. Parce que ce livre, on se plonge dans cet univers. Oui, alors effectivement, c'est un livre essentiel pour connaître ce monde salonicien, cette ville qui était à la fois, à la fin du 19e siècle, juive et ottomane. Alors juive, pourquoi ? Parce qu'il y avait une majorité de juifs à Salonique, autour de 80 000 à peu près en 1900, sur une population qui devait être de 150 000. Donc on a bien une majorité absolue de juifs. C'est par ailleurs eux qui donnent le ton à la ville. Ils sont à la tête des plus grands commerces. Ils sont aussi, du point de vue religieux, dominants. Donc, le jour du Shabbat, le port qui est à la fois aux mains des marchands, mais aussi des débardeurs, hein, des ramales, il s'arrête. Et donc, toute la ville est finalement... avec une tonalité juive telle que d'ailleurs les pionniers du sionisme iront visiter Salonique pour s'imprégner de ce que pourrait être une ville plus tard dans le foyer juif en Palestine. C'est par ailleurs une ville qui est en train de se transformer. À partir de 1850, on avait encore une communauté juive très traditionnelle, dominée par des rabbins, par un triumvirat de grands rabbins. Et arrive la modernité. Alors elle arrive de deux façons. Elle arrive d'abord à travers l'Empire ottoman, c'est l'ère des Tanzimat, donc l'Empire ottoman est en train de se réformer, il y a un rêve occidental dans l'Empire ottoman, et il arrive aussi par l'extérieur, par en particulier les écoles de l'Alliance israélite universelle. Mais il faut bien comprendre que cette communauté se réforme parce qu'elle a envie de se réformer. Et à la tête de cette communauté, il y a des grands rabbins, mais il y a aussi des grands commerçants, des Gevirim, et en particulier la personnalité la plus importante, et elle transparaît à travers ce livre, c'est le docteur Moïse Alatini, qui va chercher à mettre sa communauté finalement à l'heure occidentale, en créant en particulier des écoles. Et il est soutenu dans cet effort de modernisation par un personnage qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est Saadi Bessalel Alevi, l'auteur de ces mémoires, qui raconte justement cette entreprise de modernisation qui ne va pas sans heurts, sans difficultés, sans conflits. Et il est au cœur de ces conflits, lui,
comme journaliste. Et alors, il est le pionnier du journalisme Oui, il a plusieurs judéo-espagnol. casquettes. Hein. Oui. Et un peu du journalisme moderne aussi. Du journalisme moderne. Alors, à travers aussi un deuxième journal qu'il va fonder en 1895. Le premier journal, La Época, c'est 1874. Le deuxième journal, c'est 1895. Et il sera tenu en particulier par son fils Sam Lévy. C'est le Journal de Salonique. Pourquoi 20 ans plus tard, on peut fonder un journal en français, francophone, à Salonique ? C'est parce que depuis 20-25 ans, on forme des locuteurs du français à l'école de l'Alliance israélite, mais pas seulement d'ailleurs, à l'école italienne, dans des écoles grecques ou protestantes qui sont fréquentées aussi par des juifs. Et ça, c'est aussi très important d'insister sur ce fait. La communauté juive n'est pas en ghetto. Elle n'a jamais vécu en ghetto, et en particulier à Salonique. Il y a une interaction très forte avec la communauté grecque. Et la communauté grecque s'est modernisée avant la communauté juive. Donc elle sert un peu de modèle aussi à cette communauté qui veut rejoindre l'Occident. Alors justement, c'est extrêmement riche, c'est un livre historique en plus, évidemment, puisqu'on est plongé en plein dans l'histoire. J'aimerais quand même savoir comment tu as pu dénicher un tel ouvrage. Oui. Et est-ce que c'était écrit en solétrio, en quelle langue ? Comment as-tu fait ? Et surtout, nous parler quand même de la traduction, parce que c'est un travail qui a dû durer un temps infini. Voilà, tu peux peut-être nous donner quelques explications là-dessus. Alors effectivement, ce texte, c'est presque la recherche et le travail autour de ce texte, c'est presque un livre à lui tout seul. Alors, il est raconté longuement, heureusement, dans l'introduction. C'est un texte qui était un peu mythique. Il a commencé à être rédigé en 1881 en solitréo, c'est-à-dire en cursive hébraïque orientale, par Saadi Bessalel Halevi. Alors, peut-être avec l'aide d'un copiste, parce qu'il était en train de perdre sa vue, malheureusement. Donc, ce texte a connu un destin, un périple très compliqué. Son fils, donc, l'a sans doute ramené quand il a émigré en 1912, d'abord en Suisse, puis ensuite en France. Toujours est-il qu'il a disparu. Il était censé en avoir donné une copie à la Bibliothèque nationale de France, comme toutes les archives des cahiers séfardis. Enfin, il était aussi un fondateur de presse séfarade en France. On ne l'a pas retrouvé. Aaron Rodrigue, qui a mené les recherches, c'était infructueux en France. Et il l'a découvert fortuitement à la Bibliothèque nationale israélienne. Il a découvert une copie qui venait du Brésil. Alors pourquoi le Brésil ? Parce qu'un des fils de Saadi Bessalel Halevi, Daoud, a eu un descendant qui a immigré au Brésil. Et Sam Lévy aurait envoyé une copie à ce Silvio Lévy du Brésil. C'est incroyable, c'est un périple fou, ça. Alors Daoud, malheureusement, qui était une figure aussi importante de la communauté juive salonicienne, a péri à Auschwitz, mais son petit-fils, de son arrière-petit-fils, qui vivait au Brésil, a donné la copie que tenait son grand-père à la Bibliothèque nationale israélienne. Alors cette copie, évidemment, est en solitréo, et il a fallu, comme tu dis, Lise, il a fallu la translittérer. C'est ça, justement, et là, on a un travail colossal. D'avoir un chacham extraordinaire, docteur par ailleurs de la Sorbonne, mais qui vivait aux États-Unis. Et c'est le rabbin Isaac Yerushalmi, natif d'Istanbul, de Kuzguncuk exactement. Grande figure intellectuelle, religieuse aussi, un des rares rabbins d'ailleurs réformés, judéo-espagnols. Et c'est lui qui a entrepris ce travail de translittération, et il a fait également une traduction à l'anglais qui a été publiée par les presses de Stanford. Mais nous, on a repris le texte judéo-espagnol, et c'est Marie-Christine Varol qui a entrepris cette très belle traduction du judéo-espagnol en français. Alors, grande enseignante du judéo-espagnol en France, à Paris. Voilà. Combien de temps vous avez mis quand même pour traduire ce livre ? Et comment as-tu pu le dénicher ? Quel a été le fil conducteur de ce trouvaille extraordinaire ? Alors, ce document, évidemment, aujourd'hui, il est conservé à la Bibliothèque nationale israélienne, mais il est mis en ligne par la bibliothèque de Stanford, puisque c'est là que le travail originel de translittération s'est fait. Donc on doit la première édition à Aaron Rodrigue et à Sarah Abrevaya Stein, donc deux professeurs, l'un à Stanford, Sarah est à UCLA.
évidemment, sans oublier la contribution d'Isaac Yerushalmi, auquel d'ailleurs est dédiée cette édition française. Excuse-moi, est-ce qu'il a été traduit en hébreu ? Il n'est pas traduit en hébreu. Non, d'accord. Le document Oui, c'est sans doute un travail qui reste à faire. Oui. Donc, voilà, le travail a pris, pour nous, en tout cas pour l'édition française, 3 ans et demi. C'est un travail au long cours. Il y a un lexique aussi très important, parce qu'il y a beaucoup de mots qui viennent de l'ottoman, du persan, de l'arabe, qui sont peu connus en judéo-espagnol. Et ce lexique, moi je l'utilise depuis longtemps, c'est une source très importante pour travailler autour du judéo-espagnol. Oui, parce que ça permet de comprendre certaines locutions, certains mots. Des mots difficiles. Des mots difficiles qu'on ne trouve pas d'ailleurs toujours dans les dictionnaires. Absolument. Et donc, il y a le lexique à la fin qui est très, très bien fait et qui permet justement d'avoir accès à ce vocabulaire. Et là aussi, lexique qui est dû, je le rappelle, à Isaac Yerushalmi. Oui. Non, mais c'est un travail formidable. Paix à son âme, qui n'est malheureusement pas. Et alors, donc, tu présentes ce livre un petit peu partout, je suppose. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand est-ce qu'on peut vraiment t'entendre, le voir, l'acheter, voilà. Alors, c'est un livre donc, qui tombe à pic, si je puis dire, autour de l'exposition Salonique, Jérusalem des Balkans, donc, qui a lieu en ce moment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et donc, nous allons le présenter le jeudi 8 février à 19h à l'auditorium du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. On aura la chance d'avoir Aaron Rodrigue qui viendra donc spécialement de Californie pour nous en parler, puisque c'est lui qui a découvert ce texte, et également Marie-Christine Varol qui, elle, a traduit cette œuvre. Et j'aurai le plaisir d'animer donc cette table ronde. On aura, je crois, aussi dans la salle des descendants de Saadi Bessalel Halevi. Voilà, alors, ce sera en français et dans d'autres langues, la conférence ? C'est en français. C'est en français. Alors oui, j'ai pas précisé, Aaron Rodrigue qui est né à Istanbul, comme beaucoup de judéo-espagnols, est un grand polyglotte. Donc il parle français. Il parle parfaitement le français avec un accent délicieux. Magnifique. Voilà. Ah oui, ça va être Français de Turquie, comme on dit. Un bon moment, oui, absolument. Voilà. Et on pourra trouver le livre sur place également. Bien sûr. Dès à présent, vous pouvez l'acheter au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Sinon, on peut toujours s'adresser chez Lior. On peut s'adresser chez son libraire, puisque le livre est distribué. Très bien. Donc, on encourage... Voilà, faire travailler les libraires de quartier, qui sont aussi des passionnés et dont on a grand besoin, nous, les éditeurs. Est-ce que ça a été un choc, François Hazard, de découvrir justement ces mémoires ? Est-ce que, parce qu'on a l'impression que c'est des pépites qu'on retrouve presque par hasard, enfin, si j'ose dire, est-ce que ça a été un choc de retrouver ces mémoires ? Alors moi, je l'ai lu donc, dans l'édition de Stanford, c'était en 2012. Ah oui. Et je dois dire que ça a été aussi une étape très importante pour mon apprentissage à l'époque encore du judéo-espagnol, parce que c'est un judéo-espagnol qui est vraiment difficile. Et ça m'a fait passer un cap supplémentaire. Ah, c'est bien. Je m'accrochais de temps en temps à la version en anglais parce que c'était difficile, mais je repassais toujours au judéo-espagnol. Et voilà, il y a un vocabulaire qui est très riche. Il ne faut pas oublier que Saadi Bessalel Halevi, même si son fils parlait parfaitement le français, lui est d'une autre génération. Il est d'une génération qui ne parlait pas le français. Donc son judéo-espagnol n'est pas imprégné de beaucoup de gallicismes, ou si c'est des gallicismes, il ne les maîtrise pas très bien. En revanche, il est très imprégné d'hébreu. Pas toujours non plus très correct, mais il est éditeur, et il est éditeur d'abord de livres religieux. On est dans un monde qui est encore très traditionnel, et voilà, il a une langue qui est un judéo-espagnol, qui n'est pas le même judéo-espagnol qu'on a l'habitude de connaître de 1920 ou 1930. C'est un judéo-espagnol qui est encore peu marqué par l'Occident. Voilà, c'est... Juste une question pour le Salonique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une communauté qui peut s'intéresser à tout cela ? Où en est la communauté de Salonique qui a été complètement décimée pendant la guerre ? Oui, alors évidemment, on parle d'un monde disparu. Disparu. Je tiens aussi à le dire. Voilà, la famille de Saadi Bessalel Halevi n'est plus à Salonique. Évidemment, il reste une communauté d'un peu près 1000 personnes à Salonique. Donc, c'est encore un marqueur. Mais vous savez qu'il y a seulement 2000 sur les 50 000 à peu près juifs déportés. Seuls 2000 sont revenus. Et sur ces 2000, il y en a un millier qui, évidemment, ne sont pas restés à Salonique parce que
l'accueil fut terrible. Et ils sont partis en particulier en Israël, puis c'est en 48, ou bien en Occident, vers la France ou les États-Unis en particulier. Donc voilà, on est content d'avoir encore une petite tête de pont à Salonique. Oui. On sait qu'il y a des efforts aussi aujourd'hui du gouvernement grec et de la municipalité de Salonique pour renouer avec ce passé qui a été occulté pendant très longtemps. Oui. Il y aura sans doute un musée aussi de la Shoah à Salonique, comme il y a déjà un musée juif. Oui. Mais voilà, malheureusement, cette histoire-là, elle existe surtout dans notre mémoire et dans nos travaux universitaires, dans notre nostalgie. Les jeunes qui sont la jeune génération parle encore un peu le judéo-espagnol parmi très peu. Très peu, je pense qu'il faut le dire. Il n'y a pas eu de transmission, quoi, en fait. Bah évidemment, la les conditions de transmission ont été tronquées par la catastrophe, oui. Et c'est dommage. D'ailleurs, je dois dire que Saadi Bessalel Alevi, comme son fils Sam Lévi, était extrêmement attaché au judéo-espagnol. Sam Lévi, qui était allianciste, qui était donc un grand partisan de l'Alliance israélite universelle, avait un regret, il le exprime dans ses mémoires, très vif, c'est que l'Alliance israélite universelle ait renoncé au judéo-espagnol au profit uniquement du français. Alors, grâce à quoi, quand même, l'éducation des jeunes générations a pu avoir lieu? Bella. La transmission est en marche quand même. Oui, quand même. Hein. Tu fais un travail colossal. Ouais. Merci à toi. Merci infiniment. Alors, comme toujours, nous allons terminer. On va terminer en musique. Alors, je voudrais remontrer. Je sais pas. Voilà. Je remontre le livre à commander chez son libraire au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 8 février. Alors, le 8 février. Voilà, à 19h. N'hésitez pas. Et le 8 février, en plus, François dédicacera Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bessalel Alevi, paru chez Lior Édition. Alors, c'est une chanson que François a choisie. Qui s'appelle tout un programme Bendition de mi madre, qui signifie les bénédictions de ma maman. Oui, alors je ne sais pas qui. Saadi Bessalel Alevi était aussi chantre. Et, non seulement, alors ça c'est une grande tradition chez les imprimeurs typographes juifs, c'est que non seulement ils écrivaient la langue, mais ils la chantaient. Voilà. Et donc son grand-père était un extraordinaire chanteur, lui aussi. Et donc c'est bien qu'on termine en chanson, comme d'habitude, voilà, avec l'émotion. Tout à fait. Et qui, tu peux nous présenter la personne qui chante cette chanson? Alors c'est une chanteuse américaine, Tania Solnik, qui chante aussi en hébreu, qui chante aussi en yiddish, mais j'ai trouvé cette chanson particulièrement émouvante et Sam Lévi dit que la mère de Saadi Bessalel Alevi était une figure biblique, une sainte biblique, et voilà, j'ai pensé à la mère est très importante dans ce monde. De toute façon, nous avons besoin beaucoup de bénédictions, surtout en ce moment. Exactement. Alors, écoutons. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Con bueno. Voilà. Si Dieu veut. Merci Bella Lustig. Merci François Hazard. Et bravo pour ce travail de transmission. On écoute Tania Solnik. Padre Santo, en esta clara y solemne hora, que estoy dispuesta para bendecir a mis hijos, según el deseo de madre que consiento, sea Dios siempre pronto a escuchar de los altos cielos mi oración y bendición, que yo bendigo a mis hijos, mi Dios, tú que me hiciste halagar la vida, en dándome hijos a mi lado, hazme esta bondad, preséntamelos para buena vida y ventura, y merecime a ver con mis ojos sus mazal.
y sus prospero inflorecido, Padre piadoso.